On va pas se le cacher, ça sent pas bon sur le marché crypto. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 25 février 2025 et aujourd'hui on va décrypter ensemble l'actualité crypto et faire une analyse technique du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Bon, c'est pas joli du tout. Deuxième journée consécutive dans le rouge. Cette fois-ci, ce ne sont pas des petits pourcentages qui sont affichés. Le marché a pris très cher et les altcoins encore plus. D'ailleurs, on va tout de suite regarder le cours des différentes cryptos du top 50 et clairement, on a eu une belle chute. Le Bitcoin sur 24 heures a perdu 4%, l'Ethereum 8%, le Ripple 9%, BNB 5%, Solana 12%, Dogecoin 9%, Cardano 8%, Tron 3%, Link 11%. Là, on voit SUI qui tenait super bien les précédents dips. Il a perdu 15%. C'est énorme. C'est énorme. Là, on continue comme ça. Même Hyperliquid qui était pareil, hyper robuste sur les précédents dips, il perd 14%. D'ailleurs, sur l'indice de la peur et de la cupidité, ça nous a fait passer dans la peur à 29. Alors, on n'est pas encore en extrême peur, on n'est pas loin, mais on a perdu 11 points depuis hier. On était à 40 hier, on est passé à 29 aujourd'hui. On était à 40 hier, on est passé à 29 aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu le Bitcoin en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente un jour, on voit qu'on est revenu sur notre zone de support. Et donc, on est déjà venu prendre les liquidités qui étaient sous le bottom du 3 février 2025. On n'est pas loin d'atteindre le niveau du 13 janvier. Alors attention, si ce support casse, on n'a rien avant les 85 000. Là, c'est chute libre. Avant de rentrer dans les news, je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas pu vous montrer, c'est l'open interest. L'open interest sur le Bitcoin, sur un actif, c'est l'intérêt ouvert que vont avoir les traders sur l'actif. Donc, évidemment, plus l'open interest monte, plus il y a des gens qui ouvrent des positions, alors que ce soit long ou short, peu importe. S'il y a plus de traders qui ouvrent des positions, l'open interest monte. Si à l'inverse, l'open interest baisse, ça veut dire que beaucoup de traders ferment leur position. Donc là, on est en 4 heures. On voit qu'on avait chuté depuis le 21 février, mais que depuis le 24, donc hier, on a recommencé à monter. Et oui, avec ces belles bougies rouges, on a des gens qui ont ouvert des positions short. Alors, ces données-là sont à coupler avec les fundings. Les fundings, je vous ai expliqué ce que c'était dans une vidéo précédente. En fait, ce sont des frais que les plateformes vont ponctionner aux traders et qu'elles vont reverser à d'autres traders pour rééquilibrer le marché. Bon, je vous réexplique rapidement. Alors, il y a deux types de marchés. Le marché spot, c'est quand on achète, qu'on détient par exemple du Bitcoin, du vrai Bitcoin. Et il y a également le marché futur. Alors, on dit futur, dérivé, perpétuel. En réalité, bon, je pourrais encore en faire une vidéo, mais les futurs sont des produits dérivés. Les perpétuels sont également des produits dérivés. Donc, quand on dit que voilà, les produits dérivés, ce sont des produits dérivés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ne sont pas des actifs réels, ce sont des contrats qu'on passe avec la plateforme. Donc, le marché spot, c'est quand on veut acheter physiquement, entre guillemets, du Bitcoin, alors que le marché dérivé, c'est quand on va effectuer des paris, des contrats. On va passer un contrat avec l'exchange. Et donc, ces deux marchés, selon la volatilité, selon les news, selon comment le prix évolue, leurs deux prix ont tendance à diverger. Des fois, on peut être à 100 000 $ sur le spot et être à 100 500 $ sur le dérivé. Parce que sur le marché dérivé, on a beaucoup de traders qui ouvrent des positions longues, c'est-à-dire qui parient à la hausse. Ça fait monter le prix des marchés dérivés. Et du coup, ça fausse toute la donne, puisqu'on s'écarte du prix réel du Bitcoin. Et donc, qu'est-ce que font les exchanges pour pallier cela? Elles vont taxer les parieurs à la hausse et elles vont rémunérer les parieurs à la baisse via un mécanisme qu'on appelle le funding. Donc, quand il y a une poussée haussière, les fundings montent et du coup, les plateformes ponctionnent des frais qui s'appellent les fundings aux parieurs à la hausse et elles vont rémunérer les parieurs à la baisse. Et donc, en faisant cela, elles incitent les parieurs à la hausse à fermer leur position pour arrêter de payer les fundings et elles encouragent les parieurs à la baisse justement pour se faire rémunérer. Avec ce mécanisme de funding qui évolue en fonction de la divergence entre le prix des marchés dérivés et du marché spot, et bien grâce à ce mécanisme, elles arrivent à rééquilibrer le prix entre les deux marchés. Alors du coup, à quoi ça nous sert dans notre analyse? On va regarder. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On est en vue 4 heures, et là, on voit que pendant cette petite montée de la journée d'hier, les fundings étaient en descente. Ça veut dire que les gens étaient en train de shorter le marché. Et à partir de là, effectivement, ça a commencé à chuter. Là, on voit que les fundings ont recommencé à monter. Alors, il faut savoir que le niveau neutre des fundings, c'est 0,01. Donc là, on était neutre ici, et on est monté. En fait, parce que plus le prix descendait, plus les gens pariaient à la hausse.
en espérant un retournement du marché. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et alors, quand on couple l'information des fundings avec l'information de l'open interest, on peut tirer des conclusions. Quand les fundings sont en hausse et que l'open interest est en hausse, ça veut dire qu'on ouvre des longues. Quand les fundings sont en baisse et que l'open interest est en hausse, ça veut dire qu'il y a une ouverture de short. Quand les fundings sont en hausse mais que l'open interest est en baisse, ça veut dire qu'il y a une fermeture de short. Quand les fundings sont en baisse et que l'open interest sont en baisse, il y a une clôture de longue. Donc là, dans notre cas, on a un open interest qui augmente, des fundings qui augmentent mais qui sont toujours en dessous de la neutralité. Ça veut dire qu'il y a encore plus de short que de long. Et ça se comprend, on le voit de toute façon. Hein. Pas besoin d'être un génie. L'open interest veut dire qu'il y a de plus en plus de traders qui s'intéressent au marché, ça monte, et en même temps, on a un prix qui baisse. Donc forcément, ce sont des gens qui ouvrent des shorts, qui donc parient à la baisse sur le marché. Alors pourquoi ça baisse, me direz-vous? Alors outre le fait qu'en weekly, le RSI était encore en surchauffe et qu'il fallait qu'il décharge un petit peu, on a encore notre fameux président américain, Trump, fait des CN. Et oui, il a annoncé qu'il allait effectivement appliquer les taxes douanières qu'il avait annoncées il y a quelques semaines. Et ce, de manière effective, dès le 4 mars. Tous les marchés sont en panique. Ça, c'est le SP500. Ça, c'est le Nasdaq. Ça, c'est Nvidia. Ça, c'est Tesla. Ça, c'est AMD. Bon, tout ça pour vous dire que ce n'est pas que le marché crypto qui est en train de morfler. Toute l'économie est en train de prendre un coup. Comme la dernière fois qu'il avait annoncé ces histoires de tarifs. Là où c'est inquiétant, c'est que la dernière fois qu'il en avait parlé, c'était donc le 3 février. Le prix avait brutalement chuté, mais avait été quasiment instantanément racheté. Alors que là, on chute violemment, mais on tergiverse. Il n'y a pas de rachat instantané. Et là, c'est inquiétant. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure en analyse technique. Alors, un tout petit peu d'opium. News plutôt positive, c'est que Bybit a déjà reconstitué toute sa réserve d'Ethereum. Ils avaient pré-hack. Le hack n'a pas ni fait bouger les marchés, ni fait trembler la plateforme. Encore une fois, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais c'est un signe plutôt encourageant puisque ça montre que le marché fait preuve de maturité, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes sur la crypto. On peut critiquer l'arrivée des institutions, etc. C'est vrai que la manipulation est plus forte. En revanche, le marché est également plus solide. En news suivante, MicroStrategy, donc Michael Saylor, qu'on appelle maintenant Strategy, a fait l'acquisition de plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin. Et donc, il y a une blague qui court sur le net, c'est qu'à chaque fois que Michael Saylor achète du Bitcoin, le prix chute. Et ben, ça s'est encore vérifié. Et enfin, dernière news, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, hein, la plupart sont inintéressantes. Et on a la plateforme Pump.fun, c'était la plateforme qui servait à trader les mêmes coins, qui utilisait donc le protocole Raydium pour faire fonctionner sa plateforme. Et ils ont donc annoncé qu'ils étaient en train de développer leur propre AMM, Automated Market Maker. Donc du coup, ils n'auraient plus besoin de Raydium pour fonctionner. Dans la foulée, Raydium a perdu 30% de sa valeur. Et on regarde tout de suite le calendrier économique, une petite news à 16h, la confiance des consommateurs. Bon, je vous avoue que c'est une news qui va pas vraiment faire bouger le marché. De toute façon, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, cette semaine, il n'y a pas grand-chose avant vendredi. Vendredi, on aura les corps PCE. Et ça, effectivement, ce sont deux chiffres qui vont faire swinger le marché. Surtout un vendredi, fin de semaine, fin de mois. Vendredi, ça va swinger. Alors, au niveau des ETF, on a 357 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin. On a 29 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Alors, c'est pas catastrophique hein, quand on regarde par rapport aux inflows, c'est pas énorme. Mais ça reste quand même des sorties. Quand le marché est baissier, évidemment, ça n'aide pas. Tout de suite, on regarde la liquidation feedmap. Donc, je vous le disais depuis quelques jours, le scénario, c'était qu'on allait chercher les liquidités là, dans les 103 000 dollars. Et ben, il y avait une belle liquidité à manger juste là et une grosse barrière ici qui nous ferait rechuter. Hein. Finalement, on n'a même pas eu la force. On est monté à peine sous les 100 000 dollars et pour initier la tendance baissière. Alors, on a rebondi sur les 90 000 dollars, 11 000 dollars. Vous allez voir que, selon moi, la chute n'est pas finie. Et on revient sur le Bitcoin en daily, donc où chaque bougie représente une journée. Je me rappelle encore la semaine dernière parler du potentiel breakout de vendredi. Là, on avait cassé la tendance baissière à la hausse et on était dans ces zones-là. Et je me disais bon bah, on va peut-être aller chercher effectivement le top du range. Vu que là, on avait déjà été chercher le bottom. Logiquement, après, on va chercher le top avant de redescendre. Mais là, on n'est même pas arrivé en milieu de range, qu'on s'est fait rejeter et qu'on est retourné en bas de range. Ça prouve vraiment que le marché est fébrile en ce moment. Et donc, non seulement on n'a pas cassé à la hausse, mais en plus, on ne s'est pas servi de la trend comme support, on a vraiment tout traversé. Et la trend baissière, il faudrait peut-être finalement la tracer comme ça. Et alors, quand on zoome en 5 minutes, là, on voit que vraiment, c'était hier, donc la séance de Sydney, Londres, New York, on voit qu'on n'est même pas allé chercher des liquidités, rien du tout. Directement, on est parti à la baisse. Et généralement, vous savez, il y a
une phase d'accumulation, ensuite une manipulation, on va chercher liquidité pour avoir la force de redescendre et ensuite on a le mouvement qui s'appelle la distribution. Là, on a eu seulement accumulation, distribution, pas de manipulation, rien, pas de prise de liquidité. Alors, l'order block a bien tenu. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Effectivement, quand on dézoome un petit peu en 1 heure, on voit qu'en dessous de nous, il n'y a pas grand-chose. Entre cet order block et le fair value gap daily, le chemin, il est très rapide. Et là, il n'y a vraiment aucun support. Peut-être les liquidités qui sont là, qui peuvent faire bounce. Allez, peut-être, effectivement, peut-être un petit rebond sur la zone des 89, 88 000. Mais sinon, c'est direction cette zone entre 85 000 et 81 500 $. Alors pour Bitcoin, ça va. Ça ne remet pas en cause le bull run. Effectivement. En tout cas, pas encore. Pour répondre à la question, est-ce qu'on rentre en bear market? Bon, je suis peut-être dans le déni, mais je pense pas encore. Je pense que là, c'est pas possible. Dans l'histoire du Bitcoin, il n'est jamais arrivé que tout le monde call un top de marché. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix est haut, tout le monde va être dans l'euphorie, tout le monde va se dire « Waouh, génial, etc. » Et là, à l'inverse, tout le monde est en train de se dire « Mais non, c'était le top, c'est le top, c'est le top, c'est le top. On a touché le top cette année, sur ce cycle-là, c'est fini, on va chuter, etc. » Bon, l'histoire nous a toujours montré qu'on avait toujours tort. C'est pareil pour le bottom. Jamais personne n'a réussi à trouver le bottom. À chaque fois que, en tout cas pas le consensus, chaque fois que le consensus est en train de se dire « Bah ça y est, Bitcoin est mort, il est descendu à 15 000 $, il est à 70, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir. Le Bitcoin, de toute façon, c'était un Ponzi. » Et en fait, 15 000 $, c'était le bottom. Et c'était là qu'il fallait racheter. Donc, parce que tout le monde est d'accord pour dire que là, c'était le top et qu'on rentre en bear market, moi, j'aurais tendance à penser l'inverse. Au contraire, justement, on va peut-être effectivement, sans doute, avoir un gros mouvement baissier et venir chercher les 85 000 $, 83 000 $. Et pour moi, ce ne sera qu'une zone de rebond pour partir de plus belle. Ça, c'est pour Bitcoin. Hein. Pour les alts, RIP, rest in peace, honnêtement, là, je donne pas cher de beaucoup d'alt. La plupart sont déjà revenus sur leur prix d'avant élection US. Mais alors, si le Bitcoin descend à 83 000 $, je pense que pour la totalité du marché, 99% des traders de marché haussier, entre guillemets, comme ça je les appelle, ils vont capituler. Mais c'est dommage, parce que même les retail qui seront rentrés là aux élections, qui auront acheté du spot, qui n'auront pas tradé comme des dégénérés, même eux, en fait, ils vont capituler. Parce qu'ils ont investi à un moment où il y aura une hype, et que forcément, la plupart n'aura pas voulu rentrer sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, il est trop haut, et le Bitcoin, moi, je vais pas faire des gros gains, alors je vais plutôt aller sur des low cap, sur des middle cap, pour pouvoir espérer faire du x3, x4, x5, alors que Bitcoin, s'il fait x2, c'est déjà énorme. Donc voilà, tous ces gens-là qui vont être rentrés sur des low cap et du middle cap, ils vont capituler aussi. Hein, et c'est dommage, c'est parce que ça fait de la liquidité, ça fait de l'argent qui sort du marché, probablement définitivement. Ce sont des gens qui auront été dégoûtés. C'est dommage, c'est dommage. Alors j'espère vraiment qu'il y aura une belle poussée haussière pour faire revenir du monde. Parce que là, effectivement, entre l'indice de la peur et de la cupidité qui est au bottom et le price action du Bitcoin, c'est vrai que ça donne pas envie. Alors, au niveau des alts, alors que pourtant, c'est justement quand c'est rouge qu'il faut racheter. Malheureusement, quand on est débutant, ce qu'on voit, c'est le mal qu'on a. Mais au contraire, quand le marché est bas, c'est là qu'il faut renforcer ses positions pour moyenner son prix d'entrée à la baisse. Ça, quand on est débutant, on ne le sait pas. On a tendance à capituler un peu rapidement, à revendre à perte, à abandonner, à essayer de changer d'un projet à l'autre. On ne sait pas. En fait, on se comporte un peu comme un coq sans tête. On court dans tous les sens et on perd de l'argent. C'était la petite minute philosophie des quotidiennes de Jay. On repasse à l'analyse technique de l'Ethereum cette fois-ci. Et donc, quand on regarde en daily, on avait une belle petite traîne haussière qu'on est en train de respecter pour finalement... En ce moment, c'est souvent... On monte par les escaliers et quand on chute, on saute du Burj Khalifa. Hein. C'est terrible. Plus de support, il n'y a plus rien à part sous la mèche qu'on a effectué là où il va y avoir des liquidités, qu'on va probablement aller chercher, là, sous les 2080 $. On n'a plus du tout de support. On n'a rien, c'est vide. Là, on a mangé les liquidités qui étaient là, qui étaient là. Maintenant, on se retrouve en dessous. Je ne vois pas où on peut aller et où on peut s'arrêter avant ce bottom du 3 février, quoi. Ici, et encore, après, si on va plus loin, oh là là. Bon, on va espérer que ce soit le rebond et que ça n'ira pas plus bas, mais en tout cas, sur Ethereum non plus, ça sent pas bon. Et pourtant, quand on zoome en 5 minutes, on regarde là que sur la session de New York hier, en fait, il avait relativement bien tenu, alors que le Bitcoin avait commencé à chuter. Là, l'Ethereum, il était coincé dans un petit range, et c'est vraiment à la fermeture de New York, ouverture de Sydney, que ça a chuté terriblement, quoi.
Après, avec Tokyo, on a range. Et puis finalement, hop, une grosse baisse à la fermeture de Sydney-Tokyo. Et donc, Londres ouvre dans 40 minutes. On va voir comment ça va se comporter. Ça fait une semaine que les sessions donc de Sydney, Tokyo, Londres achetaient le marché et que l'après-midi, New York revendait tout. J'arrêtais pas de me dire, mais punaise, heureusement que Londres et Tokyo achètent. Parce qu'à chaque fois, New York vend. Si Londres et Tokyo vendaient également, mais on serait en bear market. Ben voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. New York, sur le Bitcoin, a vendu. Et là, ce matin, Sydney et Tokyo ont également vendu. Alors, c'était le cas aussi lundi. En fait, quand on était bien monté pendant le week-end, c'était acceptable. Ben alors là, ça commence à être dur. Et alors, quand on regarde Solana, bon, c'est hécatombe. On avait eu un petit rallye haussier avec la sortie du Trump Coin, là. Le samedi 19 janvier, on avait atteint un top à $295. Et depuis, on a perdu 54%, plus de 54% en 37 jours. Et on se retrouve aujourd'hui à $134. C'est terrible. Bon, ça ne m'a pas empêché de prendre un petit trade ce matin. Alors moi, vous savez, j'aime bien aussi trader les divergences. Je ne fais pas que les supports et les résistances. Et là, par exemple, quand je me suis réveillé tout à l'heure, je voyais que là, on était en train de faire, vous voyez, on était dans tendance baissière, donc on fait des plus hauts de plus en plus bas. Et ce plus bas, qui était plus bas que ce haut-là, donc ce plus haut, plus bas que ce haut-là. En revanche, quand on regarde le RSI, on a ce plus haut qui est plus bas que celui-là. Et ça, on appelle ça une divergence cachée bearish. Donc du coup, j'ai parié à la baisse ici, et j'ai gagné mon trade là il y a 5 minutes. Donc sur ce trade-là, j'ai pris 3,3 R, donc $330. Puisque par trade, je risque $100. C'est-à-dire que si le prix va dans le mauvais sens et traverse la zone bleue par le haut, ça coupe ma position et je perds $100. En revanche, je rentre en position ici. Si ça traverse la zone blanche par le bas, alors dans l'outil de base, c'est rouge et vert. Donc ça traverse la zone verte par le bas pour un short. Et je gagne donc mon risk-reward ratio, donc 3,3. Je gagne 3,3 fois mon risque. Mon risque, c'était $100. Je gagne 3,3 fois $100. Voilà, pas de news très bullish aujourd'hui. Je suis navré. Malheureusement, moi, je ne fais que de l'analyse et je ne retranscris que ce que me dit le marché. Là, aujourd'hui, le marché, clairement, ne me dit pas des bonnes choses. Enfin, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Allez, cheers!